Donc, nous allons commencer le chapitre sur la commande de la machine asynchrone et nous allons commencer par la partie 1 qui sera réservée au modèle statique de la machine asynchrone. D'accord. Donc, avant de commencer le chapitre, déjà, une première comparaison entre la machine à courant continu et la machine asynchrone. Donc, si vous vous rappelez bien, concernant la machine à courant continu, il y avait un certain découplage entre le flux et le couple. Ça veut dire que vous avez un enroulement qui est responsable de la production du flux, tandis qu'il y a un autre enroulement qui est responsable de la création du couple. Donc là, vous avez le courant d'excitation. Le courant d'excitation, c'est lui qui est responsable de la création du flux magnétique. Tandis que dans l'induit, vous avez le courant I de l'induit. C'est lui qui est responsable de la création du couple. D'accord? Ce qui fait que la commande de la machine à courant continu, c'est une commande qui est très facile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas, donc il y a un certain découplage, une certaine dissociation entre l'enroulement responsable du flux et l'enroulement responsable du couple. Vous pouvez fixer, par exemple, le courant d'excitation, et en fixant le courant d'excitation, vous allez fixer le flux qui circule dans le circuit magnétique de la machine. Et pour commander le couple, par exemple, parce que ce qu'on cherche, nous, c'est la commande de la vitesse, c'est la variation de la vitesse. Et pour varier la vitesse, on peut faire varier le couple. En faisant varier le couple, on va faire varier la vitesse. Et pour faire varier le couple, on fait varier le courant parce qu'on sait que le couple est proportionnel au courant de l'induit. D'accord? Donc voilà les avantages de la machine à courant continu. C'est que la machine à courant continu, c'est une machine qui est très facile à commander. Tandis qu'elle présente d'autres inconvénients qui sont des inconvénients majeurs. Alors, parmi les inconvénients, c'est le prix, d'accord? Le prix comparé, par exemple, à la machine asynchrone, c'est presque 3 fois. Un moteur à courant continu coûte presque 3 fois qu'un moteur asynchrone de la même puissance, d'accord? Et puis, vous avez aussi la variation de la vitesse, parce que le fait que vous avez des balais, vous avez des segments, vous avez un collecteur, fait que le volume de la machine à courant continu, c'est un volume qui est très important comparé à celui, par exemple, d'un moteur asynchrone à cage. Un moteur asynchrone à cage, vous avez une seule cage à l'intérieur du rotor et l'affaire est bouclée, d'accord? Tandis qu'un moteur à courant continu, elle est composée de balais, composée de segments, de collecteurs, ainsi de suite, ce qui fait que vous avez un certain volume qui est très important pour le moteur à courant continu. Et puis vous avez la maintenance, qui est aussi une maintenance qui est exigeante, d'accord? Donc ce qui fait que lorsqu'on a inventé le courant alternatif, qu'on a inventé les moteurs à courant alternatif, et puis on voyait la simplicité de la construction des machines à courant alternatif comparée à la machine à courant continu, donc tout l'accent a été porté sur la commande des machines à courant alternatif parce que le prix, ça coûte moins cher. Et puis la commande avec le développement et le progrès dans le domaine de l'électronique de puissance, les variateurs de vitesse, les convertisseurs, les onduleurs, les redresseurs et tout ça, ce qui fait que les machines à courant alternatif sont compétitives comparées à la machine à courant continu. D'accord? Donc voilà, et puis actuellement, dans tous les réseaux électriques, on a un courant qui est alternatif. Tandis que pour alimenter un moteur à courant continu, on doit redresser
on doit redresser le courant et la tension pour pouvoir alimenter un moteur à courant alternatif. Tandis que les machines à courant alternatif, donc, ils sont alimentés directement sur le réseau, donc il n'y a pas besoin d'un redresseur, par exemple, pour redresser la tension. Donc voilà les avantages et les inconvénients, mais le grand problème pour la machine asynchrone, c'est la commande. Elle lâche la commande, c'est parce que vous avez le flux et le couple, ils sont créés par le même courant. D'accord? C'est pour ça que on a un certain problème dans la commande de la machine asynchrone. D'accord? La machine asynchrone, donc il y a le stator et puis à l'intérieur, il y a le rotor. Alors, le courant du stator, IS, c'est lui qui va créer le courant IR. C'est pour ça qu'on les appelle les machines à induction. D'accord? Le courant IS, c'est le courant responsable de la création du courant IR. Donc, ça veut dire, s'il n'y a pas le courant IS, il n'y aura pas de courant IR. Donc, le courant IR, c'est un courant qui est induit. Il est induit par quoi? Il est induit par le courant IS. D'accord? Ce qui fait que les deux, ils sont liés. Ils sont liés, donc. Parce que le courant IS, c'est lui qui va créer le flux. D'accord? Et le couple, on le trouve où? Le couple, toujours, il est sur le rotor. D'accord? Le couple, il est tout le temps sur le rotor. Donc, ça veut dire, il est créé par quoi? Il est créé par le courant via le rotor. Donc là, on a le couple. D'accord? Mais le problème, c'est que le couple, il est créé par quoi? Il est créé par le courant IR. Il est créé par le courant IR et par le flux. D'accord? Parce que c'est IB, c'est, vous savez, la force de la place, c'est I, le courant fois le champ. D'accord? Alors, le champ, dans ce cas, c'est le champ BS. D'accord? C'est le champ qui est créé par le courant IS, tandis que le courant, c'est quoi? Le courant, c'est le courant qui circule dans le conducteur sur lequel on impose la force de la place. Donc, c'est quoi? Ce sont les conducteurs liés le rotor. D'accord? Donc, dans ce couple, vous avez quoi? Vous avez le champ BS et vous avez le courant IR. Mais le problème, c'est que le courant IR, il est créé aussi par quoi? Il est créé par le courant IS, parce que c'est un courant induit par le courant IS. Ce qui fait que vous avez un couplage. Vous avez un couplage entre le couple et le flux. Ça veut dire les deux ils sont liés. Si je fais varier le courant IS, je vais faire varier le flux et je vais faire varier le couple. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche dans la commande. Dans la commande, on ne cherche pas à faire varier et le flux et le couple parce que dans ces cas, c'est très difficile pour avoir un comportement optimal. D'accord? Donc ça, c'est le problème posé pour la commande des machines asynchrones. C'est que vous avez le couple et le flux qui sont liés, ils sont couplés, ils sont associés, parce que ça s'appelle des machines à induction. Les machines à induction, ça veut dire le courant du stator, c'est lui qui va induire le courant du rotor IR. D'accord? Alors maintenant, lors de la commande de la machine du moteur asynchrone, on va voir qu'il y a deux types. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la commande scalaire et la commande vectorielle. Alors la commande scalaire, elle a montré ses limites. C'est pour cela qu'on a cherché à faire ce qu'on appelle la commande vectorielle. Alors c'est quoi le but de la commande vectorielle? Le but de la commande vectorielle, c'est d'avoir un modèle de la machine asynchrone qui ressemble au modèle de la machine à courant continu. D'accord? Donc, la commande scalaire, c'est une commande qui va essayer de commander la machine avec son modèle statique, d'accord? Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le modèle statique. Mais lorsqu'on va voir la commande vectorielle elle va reposer sur la transformation en biphasé. Ça veut dire transformer un système triphasé ou un système biphasé par la transformation de la plaque, concordia et ainsi de suite. D'accord? Alors, comme j'ai dit, la commande scalaire, c'est une commande qui a montré ses limites. Donc, ça veut dire que c'est une commande qui n'est pas performante.
Mais la commande vectorielle, c'est une commande qui va essayer de reproduire le même modèle que celui de la machine à courant continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer avec un modèle mathématique, avec une transformation, avec les matrices de transformation, on va essayer de reproduire un modèle dans lequel on a quoi? Dans lequel, le modèle de la machine asynchrone, dans lequel on aura deux enrôlements. Un enrôlement comme celui de l'induit de la machine à courant continu et un autre enrôlement qui ressemble à l'inducteur de celui de la machine à courant continu. D'accord? Ça veut dire dans ce cas, il y aura un courant. On va voir lorsqu'on va faire la commande vectorielle, c'est quoi ce courant? Un courant qui va créer le flux et un autre courant qui va créer le couple. D'accord? Ça veut dire c'est un modèle qui ressemble à celui de la machine à courant continu. Donc voilà déjà, dans cette introduction, voilà déjà le but de la commande vectorielle. Et ça, on va le reprendre lorsqu'on va parler de la commande vectorielle. Mais pour le moment, pour vous montrer quels sont les avantages et les inconvénients, pourquoi on cherche à utiliser les machines asynchrones au lieu d'utiliser les machines à courant continu. Parce que nous avons commencé par la commande de la machine à courant continu, et puis maintenant on passe à la commande de la machine asynchrone, qui est une machine à courant alternatif. D'accord? Donc l'avantage des machines à courant continu, c'est le prix, d'accord? Pardon, c'est la simplicité de la commande, tandis qu'il présente d'autres inconvénients qui sont des inconvénients majeurs, d'accord? Et puis vous avez la machine asynchrone de l'autre côté, qui a un prix très bas, qui ne nécessite pas de maintenance, surtout pour les machines à cage. Donc il n'y a pas de maintenance, donc ça fonctionne sans maintenance, d'accord? Et puis pour la commande, on va voir que ça va se faire au détriment de la commande. Ça veut dire qu'il faudra chercher une commande sophistiquée. Donc au lieu d'utiliser une commande très simple que celle qui est utilisée pour les machines à courant continu, il faut faire appel à d'autres méthodes évoluées, mathématiques, de modélisation pour permettre de commander la machine asynchrone d'une manière optimale et qui ressemble à la commande de la machine à courant continu. D'accord? Donc voilà pour l'introduction. Alors maintenant, je vais faire un petit rappel de comment déjà comment fonctionne la machine asynchrone. Ça, vous l'avez vu dans le cours des machines électriques, mais je ferai un petit rappel très court de comment on crée le champ magnétique et comment on va créer le courant du rotor et comment on va créer le couple. Et après, on va passer au modèle statique de la machine et les équations qui régissent le fonctionnement du modèle statique de la machine asynchrone. Alors, si vous prenez la machine asynchrone, donc il est formé d'un stator et d'un rotor. Alors, ce qu'on a représenté dans ce cas, ce sont les spires le stator. Alors, vous avez la spire AA, A', c'est la première spire, c'est la première bobine du stator, puis vous avez la deuxième spire du stator et la troisième spire du stator. Et dans ce cas, nous allons supposer que toute la bobine, elle est formée par seulement deux conducteurs, un conducteur 1 et un conducteur diamétralement opposé. Donc ça veut dire qu'elle est formée uniquement d'une spire. Chaque bobine est formée uniquement d'une spire. Vous avez la bobine AA', vous avez la bobine BB' et vous avez la bobine CC', sachant très bien que chaque bobine, l'axe de chaque bobine, il sera décalé de l'axe de l'autre bobine par un angle de 120 degrés. D'accord? Donc si vous prenez AA', l'axe de la wahada, l'axe magnétique, d'accord? Si vous prenez la bobine BB', il sera décalé d'un angle de 120 degrés. Et si vous prenez la bobine CC', donc il sera aussi décalé par rapport aux autres d'un angle de 120 degrés. D'accord? Mais dans notre cas, comme j'ai dit, pour commencer, nous allons supposer que chaque bobine est composée uniquement de deux conducteurs, ça veut dire d'une seule spire. Et nous allons voir comment on va créer la force magnétomotrice
Et puis, on va faire un petit rappel le théorème de Ferraris. Et puis, nous passons au reste. D'accord? Mais pour le moment, supposons que nous avons un stator qui est composé de ces 3 bobines. Et chaque bobine, il est composé uniquement d'une spire. Ou là, il est composé de spires, mais qui sont toutes sur les mêmes encoches. Ça veut dire que vous avez les spires camelines entre l'encoche A et l'encoche A'. D'accord? Bon, c'est la même chose. C'est comme si vous avez une seule spire ou là vous avez plusieurs spires. Vous allez avoir une force magnétomotrice là, qui sera multipliée par le nombre de spires. D'accord? Donc, comme j'ai dit, vous avez un angle de 120 degrés entre les axes des bobines. D'accord? Et maintenant, nous allons supposer que chaque bobine elle est composée d'une spire et que ces N spires, donc, elles sont traversées par un courant I. D'accord? Alors, si vous regardez donc les lignes de champ et la variation de la force magnétomotrice ou le champ magnétique ou l'induction magnétique dans le circuit magnétique, donc ça va se faire de cette manière. D'accord? Donc, comme vous avez vu dans les circuits magnétiques, si vous avez un courant qui est sortant, donc vous allez avoir des lignes de champ magnétique qui vont se fermer. Et ça, vous le savez très bien que les lignes de champ magnétique, ils se ferment. Ce n'est pas comme les lignes de champ électrostatique qui ne se ferment pas, mais les lignes de champ magnétique, c'est obligé qu'ils se ferment, d'accord? Ça forme des cercles fermés, d'accord? Que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Alors maintenant, vous avez la perméabilité d'INA, elle est toute concentrée sur ça veut dire la résistance magnétique, elle est concentrée sur l'entrefer. Tandis que la résistance magnétique, elle est nulle. C'est comme dans un conducteur électrique. Vous avez la résistance KM là, elle est concentrée dans l'entrefer. Donc la réluctance KM là, elle est concentrée ici. Tandis que la réluctance ici, donc elle est nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce cas que le champ magnétique, donc il n'y a pas le flux magnétique, il est le même. Il n'y a pas de résistance, d'accord? Il n'y a pas de résistance à l'intérieur. Mais lorsque vous êtes sur l'entrefer, donc il y a une certaine résistance et c'est là où il y a la force magnétomotrice. Donc la force magnétomotrice d'INA, la force c'est comme une résistance. Lorsque vous avez une résistance, vous avez toute la tension, elle est au bord de la résistance. D'accord? Toute la tension, elle est au bord de la résistance, tandis que sur les fils, par exemple, sur les fils, vous avez une différence de potentiel qui est nulle. D'accord? Mais la tension KM, la tension elle est toujours au bord de la résistance. La même chose ici, toute la force magnétomotrice, FMM, on la retrouve ici, au bord de l'entrefer, tandis que la force magnétomotrice, elle est conservée sur la ligne de champ. D'accord? Ça veut dire si vous prenez là ou là, vous allez trouver la même force magnétomotrice. Mais la différence de la force magnétomotrice, vous allez la trouver ici. D'accord? Alors, on peut parler soit du champ magnétique ou là, on peut parler de la force magnétomotrice. Alors, si on veut faire l'analogie avec l'électricité, d'accord? Alors, vous avez d'un côté la résistance ou la réluctance magnétique, donc la réluctance, et la réluctance d'INA qui est en arrière au bord de l'entrefer, d'accord? Donc, c'est la réluctance magnétique. Et puis, vous avez la force magnétomotrice, FMM, d'accord? La force magnétomotrice, FMM, c'est comme la force électromotrice. La force magnétomotrice, c'est comme une force, c'est comme un potentiel magnétique. Et puis là, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir le flux magnétique. D'accord? Donc là, c'est l'analogie. L'analogie entre l'électricité et le magnétisme. D'accord? Donc là, vous avez la force électromotrice E, la tension E. Là, vous avez la résistance R. Là, vous avez le courant I. D'accord? Si vous faites l'analogie avec le magnétisme, donc vous avez la force magnétomotrice et la force magnétomotrice. C'est quoi la force magnétomotrice? Ce n'est que N fois I, d'accord? C'est le nombre d'A fois un certain courant. D'accord? Si vous vous rappelez bien, vous avez fait ça dans les cercles magnétiques, donc c'est le NI ou là, si vous voulez, donc il y a une autre manière de calculer la force magnétomotrice. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la force magnétomotrice dans ce cas, d'accord? C'est la réluctance magnétique fois le flux, d'accord?
La force magnétomotrice, c'est la réluctance fois le flux, et c'est de la même manière, c'est N fois le courant qui circule dans les bobines. Donc, ça s'appelle la force magnétomotrice, et c'est aussi une image le champ magnétique B, d'accord? C'est aussi une image le champ magnétique B qui circule ici dans le circuit magnétique, d'accord? Alors maintenant, si on veut tracer donc ici, vous avez l'axe de la bobine, et sur l'axe de la bobine, vous avez la force magnétomotrice maximale, ou là, le champ magnétique maximal. Mais si vous prenez un autre point, donc ça veut dire si vous êtes ici dans l'entrefer, là, sur l'entrefer ici, vous avez le Bmax. Si vous êtes sur un point ici, que vous voulez calculer Bm, par exemple, un point M ici, qui a un certain angle θ avec l'axe de la bobine, vous allez trouver que le BM, ça veut dire le champ magnétique en ce point-là, c'est quoi? C'est le champ magnétique maximal fois cosinus phi. D'accord? Ça, vous connaissez aussi. C'est un champ magnétique qui est normalement sinusoïdal dans l'espace. D'accord? C'est un champ magnétique qui est sinusoïdal dans l'espace. On a une force magnétomotrice qui est sinusoïdale dans l'espace. Le champ magnétique, il est tout le temps maximal sur l'axe, et puis si vous vous éloignez de l'axe, vous allez avoir le champ magnétique qui sera multiplié par le cosinus phi. D'accord? Donc, si vous regardez la force magnétomotrice dans ce cas, d'accord, dans notre cas, le cas que nous avons ici, d'accord, donc vous allez avoir le in I sur 2, d'accord, parce que le n c'est quoi? C'est le nombre de spires, d'accord, traversé par le courant I. Et on sait très bien que pour calculer la force magnétomotrice, d'accord, la force magnétomotrice, ça veut dire c'est la force, c'est comme la force électromotrice. Donc c'est in I sur 2, d'accord, de ce côté-là. Et puis vous avez la variation, comme j'ai dit, d'accord, la variation. Alors s'il vous plaît, je pense qu'il y a une erreur parce que on a dit le nombre de spires, c'est quoi le nombre de spires? C'est... attendez. Parce que lorsque vous faites la spire et que l'on calcule la force magnétomotrice, généralement la force magnétomotrice, c'est le... Ah, je pense que le nombre que vous avez ici, le n que vous avez ici, c'est le nombre de conducteurs. D'accord? Je pense que c'est le nombre de conducteurs, ce n'est pas le nombre de spires. Parce que généralement, lorsque vous avez une spire, alors le spire il est composé de deux conducteurs, d'accord? Et puis, lorsqu'on fait la force magnétomotrice, normalement, c'est n fois I. Alors, avec le n, c'est le nombre de spires, d'accord? Le nombre de spires. Donc, je pense que le nombre que vous avez ici, le n, c'est le nombre de conducteurs. Et pour avoir le nombre de spires dans ce cas, ce serait égal à n sur 2. Mais je vais m'en assurer. J'ai toujours fait le cours comme ça, mais c'est la première fois, ça fait peut-être longtemps que je n'ai pas vu le cours, mais bon, je vais voir. Mais de toute façon, donc vous avez la force magnétomotrice dans ce cas, si vous avez le n qu'il y a ici, donc c'est le nombre de conducteurs. Donc vous allez avoir le nombre de spires, c'est n sur 2. Ça veut dire le nombre de conducteurs divisé par 2. Et dans ce cas, vous allez avoir une force magnétomotrice en escalier. Ça veut dire de ce côté-là, comme vous voyez, elle est positive, d'accord? Mais lorsque vous êtes de ce côté-là, vous allez avoir un champ magnétique qui est négatif ou là, une force magnétomotrice qui est négative. Et pour en tirer la force magnétomotrice fondamentale, ça veut dire sinusoïdale dans ce cas, on fait la décomposition en série de Fourier et on va retirer donc la partie sinusoïdale fondamentale dans ce cas. D'accord? Alors maintenant, pour éviter le problème d'avoir en cas, qu'est-ce qu'on fait normalement? On va, la spire diana ou la bobine diana le stator, qu'est-ce on va essayer de faire? On va essayer de la répartir sur les encoches كاملين d'accord, le stator. Donc au lieu d'avoir uniquement deux encoches,
on va essayer de faire une répartition sinusoïdale sur toutes les encoches qu'on a sur le stator. Alors finalement, qu'est-ce qu'on aura? Au lieu d'avoir une forme qui est carrée comme ça, vous allez avoir une forme qui a cette forme-là. Regardez, donc on aura une tension en escalier, mais qui va s'approcher d'une forme sinusoïdale. D'accord? Donc au lieu d'avoir Hadi, d'accord, au lieu d'avoir de la forme Hadi, d'accord, de la forme, on l'a uniquement lorsque vous avez seulement deux encoches qui sont diamétralement opposées. Mais si vous faites la répartition de la bobine sur toutes les encoches du stator, vous allez avoir une répartition de la force magnétomotrice qui est presque sinusoïdale. Alors, si vous augmentez encore le nombre d'encoches, d'accord, vous augmentez encore le nombre d'encoches, dans ce cas, vous allez vous approcher encore de la forme sinusoïdale. D'accord, et dans ce cas, vous allez réduire les harmoniques de notre tension ou de notre force magnétomotrice. D'accord? Donc voilà comment on produit le champ magnétique du stator et comment on aboutit à une représentation qui est presque sinusoïdale de la force magnétomotrice de la machine et aussi le champ magnétique B de la machine. Donc la répartition spatiale de la bobine sur toutes les encoches du stator permet d'approcher une forme sinusoïdale de la force magnétomotrice, ou là, le champ magnétique B. C'est la même chose, puisque c'est le même, parce qu'ils sont tous les deux créés par le courant I, d'accord? Le champ magnétique, il est créé par le courant I, la force magnétomotrice, la force magnétomotrice, elle est créée par le courant I. Donc, ils ont la même forme, ils ont presque la même, d'accord, la même expression avec une certaine petite différence, d'accord? Donc, voilà comment on crée une force magnétomotrice sinusoïdale, d'accord, dans l'espace. Donc là, vous avez une force sinusoïdale dans l'espace. Et dans ce cas, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez calculer la force magnétomotrice pour un point M qui est à un certain angle θ par rapport à l'axe de la bobine, donc il suffit de multiplier le module ou la valeur maximale de le champ, de multiplier par le cosinus phi. D'accord? C'est comme la forme que vous avez ici. D'accord? En fonction de θ, donc pour chaque point M qui a un certain angle θ par rapport à l'axe de la bobine, il suffit de multiplier la valeur maximale par le cosinus phi. D'accord? Donc là, vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous augmentez encore le nombre d'encoches pour la bobine A, vous augmentez le nombre d'encoches, donc vous vous approchez de la forme sinusoïdale. Et en augmentant encore, donc vous allez avoir une forme presque sinusoïdale. D'accord? Voilà pour la force magnétomotrice donc résultante. Donc c'est la somme des contributions des forces magnétomotrices de chaque spire. D'accord? Force magnétomotrice totale de chaque bobine, c'est la somme de la force magnétomotrice créée par chaque spire. Alors si vous avez par exemple ici une spire, alors la spire dans ce cas, il peut être formé par plusieurs conducteurs, d'accord? Et puis vous avez ici notre spire et l'autre spire. Donc là, si vous faites dans ce cas la force magnétomotrice totale, ça serait la force magnétomotrice d'El Hadi, plus la force magnétomotrice d'El Hadi, plus la force magnétomotrice de l'autre. D'accord? Alors finalement, vous allez avoir une forme qui a cette forme. D'accord? Donc c'est ce qu'on a ici. Donc la somme de la force magnétomotrice ou la force magnétomotrice résultante pour une bobine, une seule bobine, ça serait la somme de la force magnétomotrice créée par toutes les spires de la bobine. D'accord? Finalement, vous allez avoir quelque chose qui est comme ça si vous vous intéressez à la résultante totale. D'accord? Alors finalement, on va avoir une force magnétomotrice qui est sinusoïdale. Vous allez avoir une force magnétomotrice qui est sinusoïdale et cette force magnétomotrice, elle est maximale dans l'axe de la spire, elle est maximale dans l'axe de la spire, d'accord? Tandis qu'elle est variable selon l'angle que vous choisissez dans l'espace. D'accord? Donc, dans ce cas, si vous prenez un point M ici, d'accord, vous allez trouver la force magnétomotrice, d'accord? La force magnétomotrice ici.
Alors, généralement, la force magnétomotrice, c'est la force entre les deux bornes de l'entrefer, d'accord? La force magnétomotrice, c'est la force qu'on a ici. Donc, le epsilon diana là, d'accord, le epsilon θ, c'est la force magnétomotrice que l'on trouve aux bornes d'IL, les deux bornes de l'entrefer, d'accord? Donc, ça veut dire, le point, le point, vous avez une tension magnétique qui s'appelle la force magnétomotrice. Alors voilà pour l'enrôlement 1. Donc l'enrôlement 1, la bobine 1, ou la bobine A, il va créer une force magnétomotrice sinusoïdale dans l'espace. D'accord? Alors s'il vous plaît, jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé du courant I. D'accord? Je n'ai pas parlé du courant I. Le courant I, il est ce qu'il est, soit continu, soit alternatif, soit sinusoïdal, cosinusoïdal, ce que vous voulez. Donc dans le cas de la force magnétomotrice, on multiplie par le courant I. Et pour le moment, je ne m'intéresse pas à la forme de le courant I. C'est un courant continu ou la sinusoïdale. D'accord, on sait très bien qu'il est sinusoïdal si on est dans une machine asynchrone. Mais pour le moment, je ne m'intéresse pas au courant I, je m'intéresse uniquement à la répartition spatiale de la force magnétomotrice. Jusqu'à maintenant, je m'intéresse uniquement à la répartition spatiale de la force magnétomotrice dans l'entrefer. D'accord? Bon, j'ai dit que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est on a tracé la force magnétomotrice d'une seule bobine, la bobine A du stator. Il nous reste la bobine B et la bobine C. Mais pour le moment, on a la force magnétomotrice de la phase A, ou la bobine A, epsilon 1, ou la epsilon A, CK fois 2 sur pi n i cosinus de θ. D'accord? Donc, il y a la forme d'IL, la force magnétomotrice selon l'angle θ, l'angle spatial, d'accord? L'angle spatial θ. Donc, ça veut dire si vous prenez un point dans l'entrefer, vous regardez quel est l'angle que fait ce point par rapport à l'axe de la bobine, et puis vous multipliez par cosinus de θ. Et là, c'est la force magnétomotrice maximale. La partie là, il y a la force magnétomotrice maximale que l'on trouve lorsque vous avez le alpha égal à 0, ou le θ égal à 0. Ça veut dire sur l'axe de la bobine. Donc sur l'axe de la bobine, vous avez un champ magnétique maximal, ou là une force magnétomotrice maximale. Ou le facteur K, ça s'appelle un facteur de forme, ou là de bobinage. Et généralement, il dépend de comment ils sont répartis les encoches sur le cylindre du stator. D'accord? Donc, ça s'appelle un coefficient de forme ou là un coefficient de bobinage. Et dans le cas où vous avez une répartition qui est purement sinusoïdale, dans ce cas, vous allez avoir un K qui est égal à 1. Sinon, si vous avez une répartition qui n'est pas purement sinusoïdale, le K, donc il sera inférieur à 1 ou là il sera différent de toutes les façons. Mais ce que nous intéresse nous, c'est que ici vous avez la force magnétomotrice maximale sur l'axe de la bobine, et puis vous avez le cosinus θ dans le cas où vous intéressez un point qui est différent de l'axe de la bobine. D'accord? Alors, ce que vous devez constater dans cette expression-là, c'est que la force magnétomotrice, elle dépend aussi de quoi? La force magnétomotrice, elle dépend du courant I. D'accord? La valeur maximale, je dis. La valeur maximale, ça peut être une valeur maximale qui dépend du temps. D'accord? Donc, ça veut dire, si vous avez un courant I qui est sinusoïdal, vous allez avoir une force magnétomotrice qui est sinusoïdale. D'accord? Si vous prenez un courant qui est sinusoïdal, donc qu'est-ce qu'il va faire la force magnétomotrice ici? La force magnétomotrice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépendre de la valeur du courant I. Si le courant varie dans le temps, s'il est sinusoïdal, ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire la force magnétomotrice? Il va se rétrécir à tkbar ou à tsara dans le temps. Je parle de la force magnétomotrice maximale. Qu'est-ce qu'il va faire à tsara ou à tkbar dans le temps? Donc si vous regardez dans le temps, vous allez voir que la force magnétomotrice, le module de la kbir, chez chef de Kesrar, et même il peut devenir négatif parce que si vous avez un courant qui est sinusoïdal, donc il peut devenir négatif. Donc s'il devient négatif, ça veut dire la force magnétomotrice, il peut changer de sens. Il peut changer de sens, on va toucher la valeur maximale de l'autre côté, et puis elle revient
et puis la valeur maximale du côté positif. Ça, c'est dans le cas où on regarde la force magnétomotrice dans le temps. Il y a un courant qui est sinusoïdal. Il y a un courant sinusoïdal. Si vous regardez la force magnétomotrice sur l'axe de la bobine, vous allez voir qu'il va se rétrécir et puis s'étendre selon la valeur du courant I que vous avez. D'accord? Alors, pour le moment, vous avez cette expression-là. Alors, vous avez la force magnétomotrice créée par la bobine 1, c'est une valeur maximale, mais comme j'ai dit, c'est une valeur maximale qui n'est pas constante, parce qu'il va dépendre du courant I, fois le cosinus de θ. Mais pour le moment, on va nous intéresser à cette expression-là, et puis on va lui ajouter quoi? On va lui ajouter aussi la contribution de la bobine B et la bobine C, ou la bobine 2 et la bobine 3. D'accord? Donc, la bobine 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une force magnétomotrice. D'accord? Ça, vous l'avez fait dans les circuits électriques. Les circuits magnétiques, pardon. Lorsque vous avez un circuit magnétique, vous avez une certaine réluctance magnétique. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la peine que je retrace. D'accord? De la force magnétomotrice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un flux. D'accord? Il va créer un flux dans la machine, dans le circuit magnétique. Donc, le flux ADA, qui est créé par la bobine 1, il va circuler dans le circuit magnétique de la machine asynchrone. Alors, l'enroulement sinusoïdal de chaque phase, on parle de la phase A, la phase B, la phase C du stator, il va créer une force magnétomotrice et un flux spatialement sinusoïdaux. D'accord? Spatialement sinusoïdaux, ça veut dire que c'est en fonction de cosinus de θ ou la sinus, selon la cosinus de θ plus 2π sur 2 ou la moins 2π sur 2. D'accord? Donc, chaque enroulement, chaque bobine du stator, il va créer une force magnétomotrice et un flux, parce que la force magnétomotrice, elle est proportionnelle au flux. C'est la réluctance fois le flux, d'accord? La force magnétomotrice, c'est la réluctance fois le flux. Donc, il a quand la force magnétomotrice spatialement sinusoïdale, donc le flux aussi, qui est généré par cette force magnétomotrice, il sera un flux qui est spatialement sinusoïdal. Alors, un courant sinusoïdal, dans ce cas, si vous avez un courant qui est sinusoïdal, avec une fréquence ωs, dans une phase statorique, produit une force magnétomotrice stationnaire sinusoïdale. D'accord? Donc, dans ce cas, vous allez avoir une force magnétomotrice qui est sinusoïdale dans le temps et qui est sinusoïdale dans l'espace. D'accord? Vous allez avoir, par exemple, le courant, si le courant est égal à I max fois sinus de oméga t, d'accord? Sinus de oméga s de t, d'accord? C'est la fréquence des enroulements le courant statorique, oméga s de t. Là, c'est le courant, d'accord? Le courant, on va le multiplier par quoi? On va le multiplier par avec les constantes Kamlin, par k de 2 sur pi, ainsi de suite. Et puis, que vous allez multiplier par quoi? Vous allez multiplier par cosinus de θ. D'accord? Alors, cosinus de θ, c'est spatial, d'accord? Spatial, dans l'espace, et ça, c'est dans le temps. Donc, vous allez créer une force magnétomotrice qui est sinusoïdale dans le temps et qui est sinusoïdale dans l'espace. Donc, c'est une onde stationnaire sinusoïdale. C'est une onde qui est stationnaire sinusoïdale. Alors, vous avez fait le théorème de Ferraris. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Ferraris? Le théorème de Ferraris dit que si vous avez un système triphasé qui est parcouru, un système de bobines parcouru par 3 courants qui forment un système triphasé équilibré, d'accord? Les 3 bobines, ils vont créer quoi? Ils vont créer un champ tournant, ou là, ils vont créer une force magnétomotrice tournante qui a la même fréquence que celle des courants, mais multipliée par P avec P, c'est le nombre de paires de pôles. Si vous avez un nombre de paires de pôles qui est égal à 1, dans ce cas, vous allez avoir la même fréquence. Ça veut dire que la vitesse de rotation le champ tournant, ça sera la même que la pulsation les courants statoriques. D'accord? Donc, le théorème de Ferraris, qu'est-ce qu'il dit? Alors, si vous prenez un point θ dans l'espace, on sait très bien que chaque
bobine, il va créer un champ magnétique qui est maximal sur son axe, d'accord? Et ils ont le même module, d'accord? Ils ont le même module, mais elles sont décalées dans l'espace par un angle de 2π/3. Alors, on va les forces magnétomotrices, d'accord? Alors maintenant, si je m'intéresse à la force magnétomotrice totale en un point qui a un angle θ ici, d'accord? Alors, BM ou la FMM de θ, c'est la même chose comme je disais tout à l'heure, donc on va l'appeler B de θ. Alors, B de θ, dans ce cas, ça serait la somme de trois contributions. D'accord? B de θ, ça serait B de A ou la B de 1, ça veut dire l'enrôlement 1, il va créer un champ ici qu'on va appeler B1 θ, plus l'enrôlement B, pardon, l'enrôlement B aussi, il va créer un champ B2 de θ, et l'enrôlement C aussi, il va créer un champ ici. Et le B de θ, ce serait quoi? Ce serait B1 de θ plus B2 de θ plus B3 de θ. D'accord? Sachant très bien que la référence est par rapport à l'axe A, du stateur. Donc vous avez l'axe A, vous avez l'axe B, et puis vous avez l'axe C. Alors maintenant, le B de θ, c'est connu. D'accord? C'est quelque chose ici maximal fois sinus de oméga S fois oméga S de T fois cosinus de θ. Là, c'est l'enrôlement, c'est le champ magnétique créé par l'enrôlement A. Alors maintenant, pour l'enrôlement B, on sait très bien que le courant qui circule dans l'enrôlement B, le courant, c'est un courant qui est diphasé de 2π/3 par ce courant-là pour former un système triphasé équilibré. Donc, c'est I sinus de oméga S T moins 2π/3. Le courant qui circule dans la phase C, c'est I sinus de oméga S de T plus 2π/3 pour former un système triphasé équilibré. Donc, ça veut dire le B1 ديالنا راه معروف هو تقريبا هو هذا. D'accord? Le B2 ديالنا شنو هو؟ Le B2 ديالنا, on va remplacer le θ qui est là, le θ اللي عندنا هنا, on va le remplacer par quoi? On va le remplacer par l'angle qui est là. Alors l'angle qui est là, c'est quoi? C'est 2π/3 moins θ. Donc je vais remplacer ici moins 2π/3. Et là, je remplace par oméga S T moins 2π/3 parce que le courant ici, c'est moins 2π/3. Alors pour la phase C, c'est quoi? La phase C, ça serait quoi? Ça serait à l'angle اللي عندنا هنا, l'angle كامل اللي عندي هنا. Acheter de l'angle هذه هي θ plus 2π/3. Donc je remplace le θ que vous avez ici par θ plus 2π/3. Et je remplace le courant par la même chose, oméga S de T plus 2π/3. Et dans ce cas, vous allez faire la somme des trois expressions. Donc, oméga ST avec une valeur maximale à en facteur, d'accord, une valeur maximale, plus, donc, et puis à l'intérieur, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir sinus de oméga T fois cosinus de θ, plus sinus de oméga S de T moins 2π/3 cosinus de θ moins 2π/3, plus sinus de oméga S de T plus 2π/3 fois cosinus de θ plus 2π/3. Alors, si vous faites la décomposition de cette expression, et là, vous pouvez le faire comme exercice, et là, sur la décomposition de la finalement, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver que, alors maintenant, si vous avez la valeur maximale de B ou la B1 مع B2 مع B3, ils ont la même valeur maximale. Ils ont la même valeur maximale. Pour le champ total tournant, il aura l'expression suivante. Il aura la valeur maximale de B, ce sera multiplié par 3 sur 2. Et puis, vous allez avoir à l'intérieur, vous allez avoir cosinus de alors, c'était quoi c'était oméga de t, d'accord, moins pθ. Avec p, c'est le nombre de paires de pôles. Dans le cas, vous avez un nombre qui est différent de 1. Mais si vous avez un nombre qui est égal à 1, ça serait moins θ. D'accord? Donc, si on développe avec le B que vous avez là, c'est le B max, le B max, B1, B2, B3, parce qu'ils ont la même valeur maximale, vous allez trouver que
le champ tournant d'Yana, il aura une expression θ, ça veut dire B l'indéna, il sera égal à 3 sur 2 B max cosinus de oméga t moins P de θ. Et ça, c'est quoi? Ce n'est que la formule d'un champ qui est tournant, qui tourne avec la vitesse oméga. D'accord? L'expression qu'on a ici, c'est l'expression d'un champ tournant qui tourne avec la vitesse oméga s. D'accord? Pas oméga s, mais bon, oméga s, dans ce cas, dans le cas où vous avez donc vous avez un certain nombre de paires de pôles qui est différent de 1. Mais si vous avez un nombre de paires de pôles qui est égal à 1, dans ce cas, vous mettez moins θ. Donc, il y a le théorème de Ferraris. Je répète, s'il vous plaît, le théorème de Ferraris. Le théorème de Ferraris nous dit que si vous avez un système triphasé, équilibré, un bobinage disposé dans l'espace, déjà, il faut que le bobinage soit disposé dans l'espace d'une manière sinusoïde, d'une manière triphasée équilibrée. Ça veut dire que vous avez 3 bobines dont les axes sont décalés dans l'espace de 2π sur 3. Alors, si les bobines qui sont décalées dans l'espace de l'angle 2π sur 3 sont traversées par un système de courant triphasé équilibré, les 3 courants et les 3 bobines, ils vont créer quoi? Ils vont créer un champ tournant qui tourne avec la même fréquence que celle des courants qui l'ont engendré ou qui l'ont produit. Divisé par pi, il a un nombre de paires de pôles qui est différent de 1. Il a le nombre de paires de pôles égal à 1. Dans ce cas, le champ tournant il va tourner à la même fréquence que celle des courants qui l'ont créé. D'accord? Si le nombre de paires de pôles est différent de 1, dans ce cas, la vitesse de rotation sera sera la fréquence le courant statorique divisé par pi, d'accord, qui est le nombre de paires de pôles. Donc, on a le théorème de Ferraris. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a créé? Pour l'instant, on a créé un champ total résultant qui est un champ tournant. Ça veut dire que c'est un champ qui garde le même module, mais qui tourne dans l'espace. Donc, le champ Diana, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder le même module. Le module dialogue, le module dialogue, c'est 3 sur 2 BM. Avec BM, c'est le champ magnétique créé par une seule spire. Le champ magnétique maximal créé par une seule spire. D'accord? Donc, il aura le même module qui va pas varier, d'accord? Mais il va tourner dans l'espace avec une vitesse qui est égale à la fréquence de synchronisme, d'accord? Divisé par pi. D'accord? Avec pi, c'est le nombre de paires de pôles. Voilà pour le moment ce qu'on a obtenu. Donc pour le moment, on obtient avec les 3 phases qui sont parcourues par 3 courants qui forment un système triphasé équilibré, on a abouti à un champ magnétique tournant qui garde un module qui est constant, mais qui va tourner dans l'espace avec une vitesse qui est la même que celle du courant statorique, ça veut dire oméga s, divisé par pi, dans le cas où vous avez un nombre de paires de pôles qui est différent de 1. Alors maintenant, ce champ magnétique, donc là vous avez, une représentation. Alors là vous avez les 3 forces magnétomotrices, l'oula, tania, delta, et là vous avez la résultante. Donc la résultante il est dit, d'accord? Donc ça veut dire la force magnétomotrice totale. Et cette force magnétomotrice totale, c'est une force magnétomotrice normalement tournante, qui tourne avec une certaine vitesse, qui est liée à la vitesse des courants qui l'ont créé. Et là, donc, on fait le rappel, il y a le théorème de Ferraris, donc un enroulement multipolaire, polyphasé, et dans notre cas, c'est un enroulement triphasé, parcouru par des courants sinusoïdaux polyphasés équilibrés, crée dans l'entrefer une force magnétomotrice, ou là un champ magnétique, c'est la même chose, circulaire, unique, tournant dans l'espace lié à cet enroulement. Et ça, s'il vous plaît, il faut faire attention. Il tourne dans l'espace lié à cet enroulement, parce que lorsqu'on va voir la commande vectorielle, dans ce cas, on peut se poser dans l'axe du rotor. D'accord? On peut se poser dans l'axe du rotor.
Alors, lorsqu'on est dans l'axe du rotor, ça veut dire dans ce cas, le champ tournant, il va tourner par rapport à l'enroulement du rotor. Ça veut dire que ce sera, si vous vous intéressez à la vitesse par rapport au stator, dans ce cas, il faut ajouter la vitesse du rotor à la vitesse le champ tournant qui tourne par rapport au rotor. D'accord? Faites attention, s'il vous plaît. La vitesse de rotation, c'est par rapport à l'enroulement qui a créé le champ tournant. Donc, il a qu'à le champ tournant flot stator, il a qu'à les courants flot stator, ils vont créer un champ qui tourne par rapport au stator avec la vitesse oméga sur pi. Si le courant ou les courants, les trois courants sont liés au rotor, ça veut dire qu'ils sont dans le rotor. Dans ce cas, un des trois courants du rotor, ils vont créer aussi un champ tournant avec une vitesse oméga sur P, mais par rapport au rotor. Et là, s'il vous plaît, il faut faire attention pour les vitesses relatives ou la vitesse dans un repère tournant par rapport à un repère qui est statique ou qui est fixe. Il faut savoir faire la différence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le champ qui tourne, il tourne à une vitesse oméga sur T par rapport à l'enroulement qu'il a créé, ou aux enroulements qu'il a créés. Donc, il a qu'à nous les enroulements, le stator, le champ tournant va tourner avec une vitesse oméga sur P par rapport au stator. Si les courants traversent le rotor, ils vont créer un champ tournant avec une vitesse oméga sur P, mais par rapport au rotor, c'est-à-dire par rapport aux enroulements qu'ils ont créés. D'accord? Voilà, maintenant on est dans le flux, ou là le champ statorique. Le champ statorique, il est créé par les trois courants statoriques. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un champ tournant. D'accord? On a obtenu un champ tournant. Voilà, nous avons un champ tournant. Maintenant, on va l'appeler BS. C'est le champ tournant statorique. BS. Et ce champ BS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner avec une vitesse oméga S sur P. Voilà ce qu'on a obtenu pour le moment. Alors maintenant, avec le champ B, qu'est-ce qu'il va faire? Le champ B, il va tourner. Alors maintenant, notre machine, elle est quoi? Notre machine, elle est encore en arrêt. La machine, pour faire tourner la machine, il faut avoir un couple. Pour faire tourner la machine, il faut avoir un couple. Le couple, on l'a eu, on l'a où? On l'a sur le rotor. Parce que c'est le rotor qui tourne. Le stator ne tourne pas. Donc la force Z de la place, elle doit être appliquée sur les conducteurs du rotor. Alors maintenant, si je regarde le stator, si je regarde le rotor généralement c'est quoi? Le rotor, ce sont des bobines qui sont court-circuitées. Et là, un moteur asynchrone à cage, automatiquement vous avez toutes les bobines ou là, toutes les phases qui sont court-circuitées. Si vous prenez un moteur asynchrone à rotor bobiné, dans ce cas, pour faire fonctionner le moteur, vous devez court-circuiter les bobines. De toute manière, dans tous les cas, vous avez dans le rotor, vous avez des bobines qui sont court-circuitées, d'accord? Alors, on va prendre une bobine et on va dire que c'est une seule spire, d'accord? Mais vous pouvez multiplier la spire par le nombre de spires de le rotor. Alors maintenant, vous avez le champ BS. Vous avez le champ BS qui est tournant. Donc, chaque spire du rotor, là, vous avez la spire du rotor. La spire, elle est court-circuitée, comme j'ai dit. Pour pouvoir faire fonctionner un moteur asynchrone, il faut que ces bobines de le rotor, il faut qu'elles soient court-circuitées. Alors maintenant, vous avez la spire le rotor, une spire, quelle que soit la spire. Elle est traversée par quoi dans ce cas? Elle est traversée par un flux. Alors, le flux, c'est quoi dans ce cas? Le flux, c'est S qui est la surface de le rotor fois BS qui est le champ magnétique tournant. D'accord? Alors, si vous faites les produits scalaires, si vous prenez la surface comme un vecteur, d'accord? La surface comme un vecteur. Alors, la surface, elle est fixe, d'accord? La surface, normalement, elle est fixe, tandis que le BS, il est tournant, d'accord? Il tourne. Alors, dans ce cas, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un flux rotorique qui est égal à quoi? Qui est égal
Parce que vous avez le BS, il tourne avec une vitesse oméga S sur P. Dans ce cas, vous allez avoir la surface, d'accord, que vous allez multiplier par B maximal fois cosinus, d'accord, de quelque chose qui est sinusoïdal. D'accord? Oméga. Ça, c'est lorsque l'aspire est en arrêt. On va dire que c'est oméga S fois T. Alors, dans ce cas, vous allez avoir un flux variable. Donc, l'aspire, il est traversé par un flux qui est variable. D'accord? Parce que l'angle entre BS et l'angle de la surface, d'accord? La norme de la surface, ça serait quelque chose de sinusoïdal. Cosinus de oméga S fois T. D'accord? Alors, puisque vous avez ici un flux qui est variable, donc ça va créer quoi au bord de l'aspire? Ça va créer ES, je l'appelle ER. C'est la force magnétomotrice d'une spire. Ce serait égal à quoi? Ce serait égal à d 2 phi sur dt avec un signe moins. Le signe moins ne nous intéresse pas pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est l'expression, c'est qu'on va récupérer quoi? On va récupérer une force électromotrice au bord de l'aspire. Donc l'aspire, qu'est-ce qu'il va faire? L'aspire, il sera siège d'une force électromotrice parce que vous avez un flux variable qui la traverse. Alors le flux variable qui traverse l'aspire, il va créer une force magnétomotrice ou là une force induite avec l'expression de Faraday, c'est moins d 2 phi sur dt, d'accord? Donc ça va créer une tension au bord de l'aspire. Alors la tension au bord de l'aspire va créer un courant dans l'aspire. Pourquoi? Parce que vous avez la bobine qui est court-circuitée. Alors la bobine est court-circuitée, ça veut dire si vous avez une force électromotrice au bord de l'aspire, il va créer un courant parce que la bobine est court-circuitée. Et dans ce cas, on va créer un courant IR. Alors le courant IR, il est créé par quoi dans ce cas? Le courant IR, il est créé par la force électromotrice. La force électromotrice, il est créé par quoi? Il est créé par la variation du flux. Le flux, il est créé par quoi? Il est créé par le BS. Le BS, il est créé par quoi? Il est créé par le courant IS. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant IR induit, il est induit par quoi? Il est induit par le courant IS. Alors le courant IS, qu'est-ce qu'il a créé? Le courant IS, il a créé le flux. Le flux, il va créer la force électromotrice. La force électromotrice, elle va créer le courant IR. Donc là, vous voyez que le flux, le couple, et puis le courant IR, il va créer quoi? Le courant IR dans le rotor, il va créer la force de la place. D'accord? Donc, le courant IR, il a le courant IR, on le multiplie par le champ magnétique, dans ce cas, le champ magnétique LN, le champ magnétique BS. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner la force de la place. D'accord? Avec la longueur L et ainsi de suite. D'accord? L fois IR fois BS, c'est la force de la place exercée par le champ BS sur un conducteur du rotor qui est traversé par le courant IR. Donc la force de la place appliquée sur un conducteur du rotor, c'est L, la longueur du conducteur, fois IR, c'est le courant qui traverse le conducteur du rotor, fois BS, qui est le champ magnétique qui est créé par le stator. Alors, vous savez que dans le rotor, vous avez des conducteurs qui sont diamétralement opposés, donc ça va créer un couple. Donc le couple va tourner, va faire tourner la machine. Alors maintenant, la machine Diana, elle va commencer à tourner. Sous l'effet de quoi? Sous l'effet de la force de la place qui va créer un couple électromagnétique dans ce cas qui est R, qui est le rayon de le rotor fois la force. La force Diana, dans ce cas, c'est la force de la place L, IR, BS. Alors maintenant, la machine, elle va commencer à tourner. D'accord? La machine Diana, elle va commencer à tourner. Alors, si la machine commence à tourner, dans ce cas, le flux Diana, qu'est-ce qu'il va faire? Le flux Diana, il sera plus le même. Parce que tout à l'heure, le flux Diana, c'était, on supposait que la machine était à l'arrêt. Ça veut dire, la machine 4 d'or. Une fois nous avons un courant IR induit et que la machine commence à tourner, ça veut dire la surface elle-même ne sera plus constante. La surface, elle va tourner aussi. Alors, la surface Diana il va commencer, donc c'est le vecteur surface. Si vous vous rappelez bien, le vecteur surface, ça veut dire la normale à la surface. Il va tourner avec une vitesse que je vais appeler la vitesse oméga R. Il y a la vitesse du rotor. Tandis que le champ tournant d'Iana, il tourne avec quelle vitesse? Le champ tournant d'Iana, il tourne avec la vitesse oméga S. Oméga S sur P.
ولكن بالنسبه لنا حنا باش ما نطولوش بزاف غنسميوها اوميغا اس وغنديروا le nombre de paires de pôles égale à 1. D'accord? Alors maintenant, l'angle entre les deux, c'est quoi? L'angle entre les deux qu'on a ici, on va l'appeler l'angle, ما غاديش نسميه θ ماشي بحال tout à l'heure, ولكن c'est un autre angle θ prime. Donc اش غادي يولي عندنا هذا لو فلو اللي عندنا هنا؟ لو فلو ديالنا ديال لو روتور، le flux phi ce serait le flux maximal, d'accord? بلا ما نديرو l'expression ديال كل مرة نجرو داك le champ V maximal et ainsi de suite. Donc on va l'appeler le flux maximal fois quoi? Fois cosinus de oméga S. Il a qu'un oméga S هو اللي سابق، d'accord? Oméga S. ولكن puisque cosinus θ c'est il est pair ماشي مشكل، سواء نديرو oméga S ولا oméga R بحال moi donc ما غادي تبدل والو. Oméga S, oméga R, oméga S moins oméga R fois T. Donc, c'est l'expression de le flux magnétique actuellement. Parce que les spires de le rotor, ils vont commencer à tourner avec une vitesse oméga R. Le champ magnétique BS, il tournait avec une vitesse oméga S. Donc, pour calculer le flux, ce serait le module, la valeur maximale de le flux, fois cosinus de l'angle. L'angle, il y a oméga S moins oméga R fois T. D'accord? Alors maintenant, il va varier. Tout à l'heure, la force électromotrice au début, lorsqu'il n'y avait pas le démarrage, la fréquence de là. La fréquence de là, c'était oméga S. D'accord? La fréquence de là, c'était la même fréquence que celle de le flux. Le flux, quand la fréquence de le flux, quand la fréquence de il y a la vitesse de rotation oméga S. D'accord? Alors maintenant, le flux, quelle est sa fréquence? La fréquence de il y a oméga S. D'accord? C'était au repos, pardon. Maintenant, il est en mouvement de rotation. Donc, la fréquence dialogue, il y a oméga S ou oméga S moins oméga R. La fréquence le flux rotorique, il y a oméga S, mais il y a oméga S moins oméga R. La force électromotrice qu'il va induire aussi, parce que la force électromotrice maintenant, c'est quoi? C'est la dérivée le flux. Il va garder la même fréquence. Donc, la force électromotrice le rotor, la fréquence dialogue, il y a oméga S moins oméga R. La force électromotrice, il va induire quoi? Il va induire un courant IR. Le courant IR, quelle sera sa fréquence? C'est la même fréquence que celle de la force électromotrice. Donc, il y a la force électromotrice, il y a la fréquence de là, il y a oméga S moins oméga R. Donc, ça veut dire quoi dans ce cas? Ça veut dire que toutes les grandeurs du rotor, que ce soit le flux, que ce soit la tension de le rotor, que ce soit le courant du rotor, ils auront une fréquence qui est égale à oméga S, qui est la fréquence du stator, moins oméga R, qui est la vitesse de rotation de le rotor. Alors, s'il vous plaît, il a quand dans le cas où vous avez oméga S, c'est-à-dire que vous avez un nombre de paires de pôles qui est différent de 1, dans ce cas, il faut faire attention pour l'expression, d'accord? Mais lorsqu'on s'intéresse aux grandeurs électriques, il y a la fréquence. La fréquence de le rotor, les grandeurs rotoriques, que ce soit le flux, que ce soit le courant, que ce soit la force électromotrice ou la tension du rotor, c'est oméga S moins oméga R. Alors finalement, dans ce cas, si j'introduis le J, qui est le G qui est le glissement, oméga S moins oméga R divisé par oméga S, la fréquence ديال le rotor ديالنا شنو هي؟ Dans ce cas, la fréquence ديال le rotor ديالنا غتولي هي G oméga S. On sait très bien que le G, ça prend des valeurs qui sont presque nulles, là, قريبة من 0. Donc ça veut dire que la fréquence des grandeurs rotoriques, c'est comme la fréquence صغيرة بزاف. D'accord? La fréquence des grandeurs rotoriques, c'est une fréquence qui est très faible, surtout lorsque vous êtes dans un fonctionnement normal. Dans un fonctionnement normal, le G, qui est le glissement, il prend des valeurs de l'ordre de 0,3, 0,4, 0,5, d'accord, autour de 0,3. Donc ça veut dire 0,3 fois la fréquence de l'oscillateur. Donc c'est ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, jusqu'à maintenant. Alors je récapitule. On a un courant triphasé équilibré au stator. Les trois courants du stator, ils vont créer quoi? Ils vont créer un champ magnétique tournant. Ce champ magnétique tournant, il va tourner à la même fréquence que celle des courants qui l'ont créé.
Ça veut dire les oméga S. Il va tourner avec oméga S si on a un nombre de paires de pôles qui est égal à 1. Si vous avez un nombre de paires de pôles P qui est différent de 1, dans ce cas, il va tourner à la même fréquence que celle des courants divisé par pi. D'accord? Alors maintenant, ce champ magnétique BS, il va tourner par rapport au rotor. D'accord? Alors le rotor, c'est quoi? Ce sont des bobinages qui sont court-circuités. Au repos, lorsque le moteur était au repos, avant qu'il commence à tourner, le champ magnétique BS, il va créer un flux. C'est un flux qui est variable parce que le champ, il tourne, ça veut dire qu'il va créer les spires et le rotor, ils vont voir un flux qui est variable. D'accord? Alors ce flux variable, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer une force électromotrice. Les spires, le rotor, ils sont court-circuités. Alors s'ils sont court-circuités et que vous avez une tension en borne de la bobine, il va créer un courant IR. D'accord? Alors, ce courant IR avec le champ BS, ils vont créer la force de la place. La force de la place va créer le couple électromagnétique. Et c'est ce couple électromagnétique qui va faire tourner la machine. Alors, la machine, elle va commencer à tourner. Si la machine, elle commence à tourner, donc il aura une vitesse de rotation oméga R. Alors, maintenant, le flux, il va changer. Parce que dans ce cas, au lieu d'avoir une section qui est au repos, là, qui ne tourne pas, maintenant, il va commencer à tourner. Alors, les sections commencent à tourner avec une vitesse oméga R, tandis que le champ BS, il tourne avec une vitesse oméga S. Alors maintenant, vous allez avoir un flux qui varie avec une fréquence oméga S moins oméga R qui est égal à G fois oméga S. Si on considère que le G qui est le glissement est égal à oméga S moins oméga R sur oméga S. Donc ça veut dire que les grandeurs du stator, ils auront une fréquence oméga S, tandis que les grandeurs du rotor, ils auront une fréquence de oméga S moins oméga R, ou là, G fois oméga S. Donc maintenant, la fréquence du rotor, FR, c'est quoi? C'est J fois Fs. D'accord? Avec Fs, c'est quoi? C'est la fréquence le stator. Si on alimente avec un réseau de 50 Hz, donc, par exemple, Fs c'est 50 Hz, tandis que Fr, dans ce cas, c'est G fois Fs. Avec G, comme j'ai dit, c'est variable selon le fonctionnement de la machine. D'accord? Il y a une question? Il y a une question? Vous avez des questions? Non? Alors, s'il vous plaît, faites attention à vos micros. Donc, voilà pour la fréquence les grandeurs rotoriques. Donc, vous avez FR est égal à G fois Fs. Alors maintenant, je vais pas alourdir donc les choses, mais sachez que les trois courants, parce que dans le rotor, vous allez avoir la création de trois courants qui vont former un système triphasé équilibré. Donc ça veut dire dans le rotor, on va assister à la création de trois courants. D'accord? Le courant IR1, le courant IR2 et le courant IR3. D'accord? IR2. C'est comme dans le rotor. Donc ça veut dire ce que vous avez dans le rotor et ce que vous avez dans le stator, il va se répéter sur le rotor. Ce que vous avez dans le stator, il va se répéter dans le stator. Vous avez un système triphasé pour les courants au stator, ils vont créer un système triphasé au rotor. Ça veut dire qu'ils vont créer IR1, IR2 et IR3. Alors maintenant, quelle est la fréquence des courants IR1, IR2, IR3? La fréquence de il y a oméga S moins oméga R. C'est-à-dire la fréquence d'Elon. La fréquence des trois courants, puisqu'ils sont au rotor, ils auront la même fréquence que celle de la force magnétomotrice, qui est la force de le flux. Donc, c'est oméga S moins oméga R. D'accord? Alors, à leur tour, à des trois courants R1, R2, R3, qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont créer un champ magnétique tournant. Donc, les trois courants qu'on a ici,
R1 et R2, puisqu'ils forment un système triphasé équilibré, ils vont créer un champ BR. D'accord? C'est comme dans le stator. Le stator, ils ont créé un champ BS. Puisqu'ici, vous avez trois courants qui forment un système triphasé équilibré, qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont créer un champ magnétique tournant BR, qu'on va appeler BR. Alors, je vous laisse, juge, ou la 3 minutes, pour me dire quelle est la vitesse de rotation d'IL BR par rapport au stator. Quelle est la vitesse de rotation d'IL BR par rapport au rotor et quelle est la vitesse de rotation d'IL BR par rapport au stator. Alors, je vous laisse réfléchir et appliquer ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous avons dit que si vous avez un système triphasé pour le courant, ils vont créer un champ tournant qui va tourner avec la même vitesse que que la fréquence les courants qu'ils ont créés, mais par rapport à l'enroulement qu'ils ont créé, d'accord? Alors vous allez appliquer cette règle, mais pour le champ BR. Et vous allez me dire quelle est la vitesse de rotation BR par rapport au rotor et quelle est la vitesse de rotation BR par rapport au stator. Et là, je vous laisse réfléchir un petit moment et puis on revient. Voilà, alors pour la solution, s'il vous plaît, donc j'ai dit que tout à l'heure, pour répéter ce que j'avais dit, j'ai dit que, pardon, donc tout à l'heure, nous avons dit que chaque enrôlement, donc si vous avez
par exemple, un enrôlement, les trois enrôlements qui sont parcourus par des courants qui ont une certaine vitesse oméga, ou là une certaine fréquence oméga, d'accord? Ils vont créer quoi? Ils vont créer un champ B qui va tourner avec la même vitesse, d'accord? Qui va tourner avec la même vitesse mécanique, d'accord? Si on suppose qu'on a un nombre de paires de pôles qui est égal à 1. Donc, si vous avez des courants qui ont une certaine pulsation oméga, le champ magnétique tournant qui sera créé par les trois courants, le champ magnétique va tourner avec la même pulsation, avec la même vitesse, d'accord, oméga. D'accord? Mais par rapport à l'enrôlement qu'il a créé. Ça veut dire qu'il y a des enrôlements le stator, le B, il va tourner avec oméga par rapport au stator. Il y a des courants le rotor, le B, il va tourner avec une vitesse oméga par rapport au rotor. Alors tout à l'heure, nous avons trouvé que IS, les courants de le stator, ils vont créer un champ BS qui va tourner à une vitesse oméga S par rapport au stator. Donc la vitesse oméga S, c'est par rapport au stator. D'accord? Alors maintenant, les courants IR, ils ont quelle fréquence? Les courants IR, ils ont une fréquence d'IL G oméga S. Donc elle dit, adorma le courant de le rotor. Qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont créer un champ tournant BR. Alors, supposons qu'on a un nombre de paires de pôles qui est égal à 1. Donc, le champ BR, il va tourner avec quelle vitesse? Il va tourner à la même vitesse que la pulsation des courants du rotor. Ça veut dire quoi? Il va tourner à la vitesse G oméga S. Mais par rapport à quoi? Par rapport au rotor. D'accord? Parce que les enrôlements d'ILNA, ils se trouvent où? Les enrôlements d'IL, le rotor, ils se trouvent au rotor. D'accord? Donc, le champ tournant BR, il va tourner avec une vitesse G oméga S par rapport au rotor parce que les courants qui l'ont créé se trouvent au rotor, ou la fréquence de la machine est G oméga S. Donc, G oméga S, ils vont créer un champ tournant qui va tourner avec la vitesse G oméga S par rapport au rotor. Alors maintenant, quelle est la vitesse de rotation d'ILBR par rapport au stator? Ben non, la vitesse de rotor, la vitesse de rotation le champ tournant par rapport au stator, ça serait quoi? Ça serait G oméga S, d'accord? G oméga S plus la vitesse de rotation du rotor par rapport au stator. La vitesse de rotation du rotor par rapport au stator, c'est quoi? C'est oméga R. Donc, sans zido la vitesse, la vitesse de rotation, le champ rotorique par rapport au stator, on doit prendre la vitesse de rotation le champ tournant par rapport au rotor plus la vitesse de rotation du rotor par rapport au stator اللي هي اوميغا ار. لا حسبتوها هذه شحال؟ حسبتوها هذه هي اوميغا اس. Ça veut dire quoi? Il a خديتي les deux champs tournants par rapport au stator BS مع BR, ils tournent avec la même vitesse. هذه بزاف ديال الطلبه ولا بزاف ديال الناس اللي les ingénieurs اللي كيقراو في هذا في لي ماشين ما كيعرفوش ils confondent, d'accord? Ils confondent la vitesse de rotation ديال le rotor, la partie mécanique, ou la vitesse de rotation ديال le champ tournant rotorique, d'accord? Le champ tournant rotorique dans ce cas c'est BR. ولكن ملي كنحسبوا كنلقاو بان la vitesse de rotation ديالو par rapport au stator هي oméga S. La vitesse de rotation ديال le BS par rapport au stator c'est oméga S. Donc ils ont la même vitesse, d'accord? Où la machine, il ne peut pas tourner que si oméga, que ce BS, BR, il tourne avec la même vitesse oméga S. La machine asynchrone ne peut pas tourner que si le champ tournant statorique et le champ tournant rotorique, ils ont la même vitesse de rotation oméga S. إلا كان بيناتهم غير شوية اختلاف في la vitesse de rotation, la machine va s'arrêter. D'accord? Donc, pour que la machine puisse tourner, d'accord, la machine asynchrone ou la machine synchrone ou la machine à courant continu, c'est que les deux champs d'INR, c'est qu'on a la même vitesse de rotation. Il a par exemple la machine à courant continu, on a فيها BR, on a B excitation,
وعندنا B ديال l'induit. D'accord, B induit مع B ديال l'excitation بجوجهم ils sont constants ما كيدوروا ما والو. D'accord, le champ BA مع le champ B excitation في la machine à courant continu كيكونوا بجوجهم fixe. Donc ça veut dire qu'ils tournent avec la même vitesse nulle. La vitesse dans ce cas c'est 0. Ou la machine à courant continu ne peut pas tourner que si les deux champs sont fixes. Ça veut dire donc ça veut dire qu'elle tourne à la même vitesse. La vitesse est nulle. Donc ça veut dire que c'est la même vitesse de rotation. Il y a 0. La machine asynchrone de la même manière, elle ne peut pas tourner que si là, le champ tournant statorique, la vitesse de le champ tournant statorique est égale à la vitesse de rotation de le champ rotorique. D'accord, le champ tournant rotorique. D'accord. Donc, il y a la différence, d'accord. Le stator, il ne tourne pas. Le stator ne tourne pas, mais le champ dialo, il tourne. Le champ tournant, il tourne. C'est DS. Le stator, il ne tourne pas. D'accord. Le stator, il ne tourne pas, mais le champ tournant dialo, il tourne avec la vitesse oméga S. Le rotor, il tourne, d'accord, avec une vitesse oméga R. Mais le champ tournant dial le rotor, ça veut dire le champ créé par les courants rotoriques, il va tourner aussi, mais ce n'est pas à la même vitesse que le rotor. Mais il va tourner à la même vitesse de synchronisme que celle dial le champ statorique. Donc, à retenir, s'il vous plaît, tous les phénomènes magnétiques, d'accord, tous les phénomènes magnétiques, ça veut dire les champs magnétiques, que ce soit au stator ou au rotor, ils ont la même vitesse de rotation. Ils ont la même vitesse de rotation. La même chose, si vous prenez par exemple les machines synchrones, je ne parle pas de machines asynchrones. Dans les machines synchrones, pour que la machine puisse tourner, il faut que le champ le rotor, le champ, le stator, il faut qu'il soit accroché. Ça veut dire qu'ils doivent tourner à la même vitesse. Donc, la machine synchrone, le moteur ne peut pas tourner que si on ramène le rotor à la vitesse de synchronisme. Peut-être Madame Zara قرأت لكم هذه. Pour que le moteur synchrone, je parle de synchrone, pour qu'il puisse fonctionner, on doit le faire tourner avec un moteur auxiliaire. Quel est le rôle de moteur auxiliaire? Le rôle du moteur auxiliaire est de faire de sorte que le rotor, l'alternateur, parce qu'on est dans la machine synchrone, ça veut dire le rotor il tourne avec la même vitesse de synchronisme que le champ tournant. Voilà la définition du moteur synchrone. Le moteur synchrone, ça veut dire le rotor, il tourne à la même vitesse que le champ tournant qui est dans ce cas oméga S. Ça veut dire le rotor, il tourne à oméga S et le champ tournant, il tourne à oméga S. Dans l'alternateur ou dans le moteur synchrone, on entraîne le rotor jusqu'à la vitesse de synchronisme. Le rotor, il est traversé par quoi? Il est traversé par un courant continu, le moteur synchrone. Il est traversé par un courant qui est continu, ça veut dire qu'il va créer un champ qui est fixe. Il ne peut pas créer un champ tournant. Il va créer un champ qui est fixe. Alors, pour que ce champ tourne à la même vitesse que celle du champ, champ tournant synchrone, il faut entraîner le rotor le moteur synchrone à la vitesse de synchronisme pour que le champ magnétique du rotor puisse tourner à la même vitesse que celle le champ tournant, ça veut dire dans ce cas oméga S, la vitesse de rotation. Donc, باش ما نكترش بزاف les explications, pour tous les moteurs, que ce soit le moteur à courant continu, le moteur asynchrone, le moteur synchrone, pour que la machine puisse tourner, il faut que les deux champs, le stator, le rotor, ou l'induit, l'inducteur, il faut qu'ils aient la même vitesse de rotation. Et là, quand ils ont la même vitesse de rotation, la machine ne peut pas tourner. La machine, il va s'arrêter. D'accord? La machine va s'arrêter ou là, il ne va pas démarrer. D'accord? Donc voilà
l'explication. Alors, باش تعرفوا نعطيكم une autre explication plus mathématique, c'est que le couple, généralement, il est proportionnel. Le couple magnétique, électromagnétique qui est responsable le mouvement de rotation, il est proportionnel. Alors là, je prends le couple en vecteur. Il est proportionnel à BR vectoriel BS. D'accord? وشفنا la dernière fois les machines à courant continu قلنا لكم لأن si le couple est alternatif إلا كان le couple alternatif la machine ne peut pas tourner إلا كان عندنا un couple comme ça la machine ne peut pas tourner. Alors إلا كانوا عندنا BR مع BS il tourne à des vitesses différentes. هنا si je fais le module ديالهم إلا درت le module ديال هذا مع le module ديال هذا غادي يخرج ليا sinus ديال oméga sinus de la vitesse de rotation de l'ADA moins la vitesse de rotation de l'ADA fois le temps. D'accord? Plus un certain angle. D'accord? Alors, si vous avez oméga, la vitesse de rotation de l'oméga S différente de la vitesse de rotation de BR, dans ce cas, vous allez avoir un sinusoïdal ici, quelque chose sinusoïdal, c'est-à-dire oméga de T. Alors, si vous avez un couple qui est sinusoïdal, dans ce cas, vous n'allez pas pouvoir faire tourner le moteur. Donc, il faut que le couple moteur ait une valeur qui est continue, une valeur moyenne qui est différente de 0. Si les deux tournent à des vitesses différentes, vous allez avoir un couple qui est sinusoïdal. Et le couple sinusoïdal ne peut pas faire tourner la machine, quelle que soit la machine, synchrone ou la asynchrone ou la continue. D'accord? Donc, ce que vous devez retenir, s'il vous plaît, de toute cette explication-là, c'est que le champ tournant statorique et le champ tournant rotorique, ils tournent à la même vitesse de synchronisme et il faut qu'ils tournent à la même vitesse de synchronisme. La vitesse de rotation le champ rotorique, il diffère de la vitesse de rotation le rotor. La vitesse de rotation le rotor, c'est la vitesse mécanique, c'est oméga R. Tandis que le champ tournant, il va tourner avec une vitesse qui est la vitesse magnétique. D'accord? C'est une vitesse magnétique. D'accord? La même chose que le BS. La BS, il tourne avec une vitesse magnétique. Il y a la vitesse du stator, parce que le stator ne tourne pas. Mais il tourne avec une vitesse qui est la vitesse magnétique. D'accord? Et dans ce cas, c'est une vitesse, si vous voulez, magnétique ou électrique. Mais c'est une vitesse oméga S. D'accord? Voilà pour le rotor et le flux magnétique ou là le champ magnétique tournant créé par les courants du rotor. Voilà, alors pour récapituler encore, donc le flux induit tournant il produit quoi? Il produit une force électromotrice dans les enroulements du stator. Donc c'est la même chose que la force électromotrice qui est créée dans le rotor. Vous avez de la même manière une force électromotrice créée dans le stator, parce que le stator aussi, il va voir un flux variable. Et là, les spires de le stator, ils sont fixes, et ils vont voir quoi? Ils vont voir un flux variable parce qu'il est créé par le champ tournant. Et le champ tournant, il tourne. Et dans ce cas, donc la force électromotrice dans les enroulements rotoriques, donc le flux induit, il va créer quoi? Il va créer la force électromotrice dans les enroulements statoriques, il va créer la force électromotrice dans les enroulements rotoriques, il va créer il va créer un flux rotorique tournant à la vitesse de synchronisme. D'accord? Alors le courant rotorique, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interagir avec le flux, donc il va créer le couple. D'accord? C'est la force de la place. Alors, le rotor tourne souvent à une vitesse inférieure à la vitesse de synchronisme. D'accord? Et s'il tourne avec une vitesse qui est différente de la vitesse de synchronisme, donc on introduit ce qu'on appelle la vitesse de glissement. La vitesse de glissement dans ce cas, ça serait la vitesse du champ tournant moins oméga R qui est la vitesse du rotor. Et dans ce cas, on va considérer la notion de le glissement. Et le glissement dans ce cas, par définition, c'est oméga S moins oméga R sur oméga S. D'accord? Alors maintenant, si je fais le schéma équivalent,
d'un côté, on aura la tension du stator, ça veut dire vous allez avoir la force, la tension du stator, ce n'est pas une tension qui est continue, mais une tension qui est alternative, Vs, d'accord? Vs. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a une résistance, la résistance c'est le stator. Il y a la résistance de fuite, d'accord? Et puis, il y a la force électromotrice induite, d'accord? La force électromotrice induite au bord le stator. Donc là, vous avez la résistance RS, vous avez l'inductance de fluide LS, d'accord? Parce que dans chaque circuit magnétique, il y aura toujours une inductance de fluide. Et puis vous avez la force électromotrice qui est induite par le flux propre qui circule dans le circuit magnétique qui traverse les spires des stator. Alors maintenant, la force électromotrice du stator, comme vous le savez, c'est la dérivée de le flux. Donc en module, c'est quoi? En module, c'est une constante K fois la fréquence fois la valeur maximale de le flux. D'accord? La force électromotrice, c'est une constante K, d'accord, dans laquelle on va introduire donc les constantes Kmelin, fois la fréquence, parce que dans ce cas, on va faire la dérivée de le flux. Lorsqu'on fait la dérivée de le flux, ça veut dire la fréquence va sortir de cosinus ou la sinus. Et puis vous avez la valeur maximale de le flux. Donc le module, ou la valeur efficace de l'ES, il est. D'accord? Et là, vous voyez que la valeur de la force électromotrice, ça veut dire la valeur efficace ou la valeur maximale, elle est proportionnelle au flux. D'accord? Et là aussi, dans la constante K, vous avez le nombre de spires. Dans la constante K, vous avez aussi le nombre de spires, vous avez racine de 2, vous avez tout ce que vous voulez comme constante. D'accord? La même chose, si vous prenez du côté du rotor, vous avez la tension du rotor, d'accord, est égale à ça. Mais le problème, c'est que dans le rotor, vous avez la tension qui est court-circuitée. Et dans ce cas, vous allez avoir VR qui est égal à 0. Et si vous prenez que le courant il est sortant du stator, donc dans ce cas, vous allez avoir la force électromotrice du rotor. Et puis, vous allez avoir la résistance du rotor, la ductance du fluide du rotor. Et puis, vous allez avoir un court-circuit. Donc là, vous allez avoir LR, RR, IR, le courant le rotor. Et puis là, vous allez avoir la force ER. D'accord? Dans ce cas, vous allez avoir la force électromotrice le rotor est égale à la résistance, d'accord, plus G, plus H, d'accord, plus l'inductance de fluide, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une expression complexe. Et de la même manière, vous allez avoir ER, il est proportionnel à quoi? Il est proportionnel au flux, il est proportionnel au nombre de spires le rotor. Dans ce cas, vous allez avoir le nombre de spires le stator, mais pour le rotor, vous allez avoir le nombre de spires le rotor. Vous allez avoir la fréquence le rotor. Donc, vous allez remplacer la fréquence lambda par G fois F. D'accord? Parce que la fréquence les grandeurs du rotor, c'est G fois F. Dans ce cas, d'accord? Si vous faites le calcul, donc finalement, vous allez faire ER sur G, d'accord? Et ça va vous donner quoi? Ça va vous donner R sur G fois IR plus, donc ça veut dire que vous prenez l'équation ADI et vous la divisez par G. Alors pourquoi on divise par G ADI? Parce qu'on sait très bien que ER, c'est quoi? ER, c'est une constante, de la même manière une constante K, d'accord? Mais on va l'appeler K', fois G F, c'est la fréquence, le rotor, fois le flux. Donc, pour le débarrasser de G, donc on va faire ER divisé par J, d'accord, qui est égal à quelque chose qui ressemble à celle du stator. ER sur G, c'est quoi? C'est K' fois F, la fréquence le stator, fois le flux.
Et là, vous voyez que les deux, ils sont proportionnels. Et dans ce cas, on peut parler de ce qu'on appelle le rapport de transformation. C'est comme si on est dans un rapport de transformation. Donc, si je fais E, R sur G, il y a la tension de le rotor, divisé par ES, d'accord? إلا خدينا ES هي هذه وخدينا ER sur G هي هذه غنلقاو بلي أنا هادو ils sont égales à quoi? Ils sont égales à une constante K' sur K, d'accord? Alors K' sur K c'est quoi? Ce n'est que le rapport de transformation, là, le nombre de spires ديال le rotor divisé par le nombre de spires ديال le stator. Alors, ça ressemble à quoi dans ce cas? Ça ressemble à un transformateur. Ça ressemble à un transformateur. Donc, là, de ce côté-là, vous allez avoir ES, d'accord? Et de ce côté-là, vous allez avoir ER sur G, d'accord? Mais dans ce cas, il faut diviser par J. Et vous allez avoir comme un transformateur. Donc, si vous faites le rapport ER sur G divisé par ES, vous allez avoir NR sur NS qui est le rapport de transformation comme celui qu'on a vu ou là que vous avez vu dans les transformateurs. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans le moteur asynchrone, toujours le G ديالنا on se débarrasse de G باش كنديروه مع la résistance. وكتولي عندنا une résistance variable. Résistance variable en fonction de G. ولكن du côté de la fréquence, vous avez la même fréquence. Donc, ça veut dire vous avez la fréquence F, vous avez la fréquence F. D'accord? Parce que regardez ici, dans l'expression qu'on a ici, on a G. On veut se débarrasser de ce G parce qu'on a la même fréquence. Parce qu'on a la même fréquence le stator et la même fréquence le rotor. Donc, quand on a G, on ER divisé par G. D'accord? ER divisé par G. Et dans ce cas, on va avoir ici 2P fois F, ça veut dire que c'est la même fréquence que celle du stator. On a la résistance variable, qui est RR sur G. D'accord? On a ER sur G. D'accord? Et ça va nous donner le schéma monophasé équivalent sur lequel nous allons travailler après. D'accord? Donc, si je regarde ici, j'aurai le schéma. Donc, la fréquence d'Yana est Fs. La fréquence d'Yana est F. C'est la même que la fréquence ici. Donc, là, on peut travailler comme sur le transformateur. Pour ramener au secondaire, ramener au primaire. Si on fait le fait de ramener le primaire au secondaire ou la ramener le secondaire au primaire et garder des fréquences différentes, donc mathématiquement ou physiquement, ça ne peut pas aller. Donc, si on veut ramener le rotor sur le stator ou la ramener le stator sur le rotor, je ne peux pas le faire avec des fréquences différentes. Donc, des fréquences différentes. Il faut qu'on ait les mêmes fréquences. C'est comme ce que nous avons vu dans la commande des machines, mais la même vitesse de rotation. La vitesse, l'équation mécanique, on ramène un arbre sur un autre arbre. Ça veut dire on ramène le couple, on ramène le moment d'inertie sur un seul arbre pour pouvoir faire l'équation mécanique. C'est la même chose dans ce cas ici, d'accord? Je ne peux pas ramener le rotor au stator ou le stator au rotor sans qu'ils aient la même fréquence. Alors, pour qu'ils aient la même fréquence, qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas? On s'est débarrassé de le G ln L oméga, L G oméga ici. Donc, on s'est débarrassé de G en divisant ER par G, d'accord? Et en divisant RR' sur G, d'accord? Comme ça, on a la même fréquence. Et on peut ramener l'inductance vers ici ou la ramener à de l'inductance la résistance de la même manière, je peux la ramener parce que il n'y a pas de fréquence, la fréquence. C'est une résistance. D'accord? Alors voilà, je vais arrêter donc sur ce que nous avons vu sur cette partie-là. Et nous allons continuer donc
sur la commande de la machine asynchrone demain matin, Inch'Allah. Donc, je vous laisse. Bon, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et on peut y répondre demain matin. Donc, si vous avez des questions, par exemple, ou quelque chose que vous n'avez pas compris, essayez d'écrire donc ces questions, d'accord, et de me les envoyer. Peut-être je pourrai bien y répondre demain, Inch'Allah. Et là, je vous dis bonne soirée et à demain, Inch'Allah.